Bonjour, donc ici, on va parler du lien entre la commande optimale. Donc, tout ce qu'on a vu dans les dernières capsules, c'était par rapport à générer une loi de commande optimale. Et centrale à cette idée-là était l'équation de Bellman. Et on va s'en aller tranquillement vers l'apprentissage par renforcement, dont un des algorithmes principaux est ce qu'on appelle le Q-learning. Donc, on va voir qu'il n'y a pas une grosse différence entre ce qu'on faisait avec les équations de Bellman et faire de l'apprentissage par renforcement avec la méthode de Q-learning ici. Donc, le but de la capsule aujourd'hui, c'est justement de comprendre c'est quoi la relation entre la commande optimale et l'apprentissage par renforcement. Donc, on a vu qu'avec les équations de Bellman, on avait un système d'équations à résoudre qui nous donnait une fonction coût à venir optimale. Et un coup qu'on trouvait cette fonction-là, c'était relativement simple de calculer c'était quoi nos actions optimales à prendre ensuite. Dans le fond, c'était l'argument U qui minimise ça. On retrouve nos actions optimales. Pour faire ce calcul-là, on a vu qu'une des méthodes, c'était on faisait des itérations. On calcule ça, on calcule ce qui est une nouvelle valeur de ce côté-ci, on fait ça en itération, et c'était comme ça qu'on solutionnait nos équations. Mais pour faire ça, ici, on avait besoin de nos équations parce qu'il faut être capable de calculer le prochain état à la prochaine étape pour faire ces équations-là. Donc, la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va regarder comment on peut s'affranchir de nos équations, donc de connaître nos équations de la dynamique du système qu'on écrit comme ça, et de les remplacer par des données. Des données qui seraient, j'ai testé quelque chose avec mon système, donc j'ai obtenu une trajectoire X en fonction du temps, et je connais aussi un vecteur d'action que j'ai pris. Est-ce qu'on peut utiliser ça à la place plutôt que d'avoir nos équations? Donc, une chose qu'on peut se demander, c'est, bon, ben, supposons que je sais qu'ici, à x de k, j'ai pris l'action uk, puis ici, le prochain état sur lequel je suis arrivé, c'est x de k plus 1. Est-ce qu'on pourrait utiliser ce x de k1 plus là dans nos données pour remplacer ici notre équation ici? Oui, on pourrait, mais le problème ici, c'est qu'il faut que je fasse ce calcul-là pour toutes les actions possibles ici, pour ensuite choisir le minimum. Donc, tandis que quand on fait une trajectoire ici, mettons un test, on a testé notre robot, ben, à un endroit, je vais juste avoir une donnée pour une action. Donc, à moins que je repasse ici plein de fois, puis qu'à toutes les fois je prenne des actions différentes, je n'aurai pas l'information ici pour faire mon itération. Parce qu'il me faut cette valeur-là pour U égale 1, U égale 2 et toutes les actions possibles que je pourrais prendre. Donc, on pourrait se dire, bon, ben, on va attendre d'avoir toutes les informations pour faire cette mise à jour-là. Puis, en attendant, ben, on va mettre les données ici, le calcul, on va faire le calcul à l'intérieur juste pour spécifique à une action, puis on va mettre ça en mémoire. Et c'est ce qu'on appelle les facteurs Q, une variable Q, qui représente un coût à venir, donc c'est la même chose que la fonction J. Ça dépend de l'état actuel, mais la différence, c'est que nos facteurs Q dépendent aussi de l'action qui a été prise. Donc c'est la fonction coût à venir J, spécifique à il y a une action qui a été prise. C'est quoi notre coût à venir dans ce scénario-là? Donc, on pourrait mettre avec une donnée comme ça, on peut faire ce calcul-là. Et on met ça en mémoire, puis on attend de toutes les avoir. Et quand on aurait toutes visité les actions ici, on pourrait calculer notre J ici à nouveau. Donc ça serait une option, mais ce n'est pas super efficace. On va voir que, en fait, si je pourrais réécrire cette équation-là en notant les facteurs Q plutôt qu'en utilisant les fonctions J. Donc, si je fais juste réécrire la même équation ici,
mais avec les facteurs Q. Je vais juste écrire l'équation que j'ai ici. Donc, le coût à venir d'un état sur un état quand je prends une action U, c'est le coût instantané que je vais subir, plus alpha fois le coût à venir du prochain état sur lequel je tombe. Donc ici, j'ai substitué mes équations par xk de plus 1, ce qu'on suppose qu'on pourrait avoir si je travaille avec des données. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que si je regarde ça, à quoi ça correspond en termes de cette équation-là, ben, le J de K plus 1 ici, ben, c'est le minimum de ça à une étape dans le futur. Fait que je pourrais réécrire mon équation ici juste en utilisant mon facteur Q. Et ici, ce serait le minimum de mes facteurs Q à K plus 1, x de K plus 1, et l'action que je vais prendre à K plus 1, puis on minimise par rapport à c'est quoi l'action possible la prochaine étape. Donc en fait, si vous regardez ces deux équations-là, c'est équivalent. C'est la même chose. Je vais vous les illustrer avec un graphique. Supposons qu'on regarde, je suis à un état X, et je veux calculer le J de X de mon état. Et ici, les branches, ça représente des actions que je peux prendre. Donc, en fonction de l'état à K plus 1, j'aurai un autre J qui correspond à ce terme-là ici. Et etc. Puis on fait de la programmation dynamique ou l'algorithme d'itération de valeur. On part de la fin puis on recalcule ça ici. Donc, en fonction de valeur J, une update ici, c'est on prendrait les J plus les G associés aux branches ici. On prendrait le minimum de ces trois options-là, ça nous calculerait la valeur de J. À partir d'ici, on va prendre toutes les valeurs J possibles en fonction des actions qui m'amènent à trois différents endroits. Donc, cette équation-là, c'est on prend nos valeurs J à K plus 1, on prend le minimum, puis on calcule celle-là. Tandis que les facteurs Q, ici les variables Q, c'est on a décalé un petit peu, on décale après la décision que j'ai pris l'action U. Donc, mettons, c'est ici, ça serait la valeur sur cette branche-là de j'ai pris l'action U1. Ici, ce serait la branche j'ai pris l'action U2. Ici, ce serait la branche j'ai pris l'action U3, par exemple. Et quand on regarde cette équation-là, ben, c'est qu'on va chercher ce J-là, mais on l'écrit en fonction de l'autre itération à K plus 1. Donc, des valeurs Q qui sont ici. Ce J-là, c'est le minimum de ces Q-là, mais je peux l'écrire explicitement en fonction de... Je vais prendre ces facteurs Q-là pour aller calculer celui-là. Donc, avec cette équation-là, nos itérations, c'est on prend les fonctions J ici pour calculer celle-là, tandis que avec les facteurs Q, c'est on prend ceux-là pour calculer lui ici, ici. Fait que c'est la même chose, c'est juste décaler un petit peu ici. Et pourquoi ça fait toute la différence d'être décalé? Ben, c'est qu'en fait, cette itération-là, ou cette assignation-là, quand ça devient une itération, ben, je peux la faire avec juste une paire de données, comme on a quand on fait des tests expérimentaux. Donc, par exemple, supposons que j'ai fait une trajectoire avec mon système. Donc, ça c'est X, ça c'est les U. Je suis parti à X0, j'ai pris l'action U0. Je suis tombé sur X1, j'ai pris l'action U1. Je suis arrivé à X2, j'ai pris l'action U2. Ben, ici, je peux faire une itération à chaque fois de mes facteurs Q comme ça. Donc, par exemple, avec mes premières données, je peux mettre à jour la valeur Q de X0, U0, qui va être égale à G de X0, U0, plus alpha
minimum de Q de x1, parce que ça c'est l'étape d'après ici, et en fonction des différentes options que j'aurai ici à l'étape future. Fait que ça serait, je pourrais prendre les 3 premières données, comme ça, pour faire cette itération-là ici. Et je pourrais faire la même chose pour les prochaines 3 données comme ça. Je pourrais faire une autre itération Q de x1, u1. J'aurais ici la même chose. La différence, c'est qu'ici, ce serait x1, u1, puis ici, j'aurais x2. Donc, on voit qu'à chaque nouvel état et nouvelle action que je prends, je peux faire une de ces itérations-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce petit changement-là de travailler avec le coût à venir qui est en fonction de l'état et de l'action, et pas juste de l'état. Ça nous permet de mieux utiliser nos données en temps réel, puis de faire des itérations à chaque pas de temps d'une trajectoire expérimentale. L'autre grosse différence que j'ai faite abstraction pour le moment, c'est typiquement quand on faisait notre algorithme d'itération de valeur ou de la programmation dynamique, on faisait une évaluation systématique. Donc on allait calculer toutes nos J, puis là on minimisait en fonction de toutes les options futures. Puis après on calculait sur tous ceux-là, on faisait une minimisation. En ayant les équations, c'est facile de faire ça, de faire une évaluation systématique de toutes les futures possibles. Mais avec des données, on va dépendre de nos données. Ces itérations-là, ils vont être faites un peu de façon asynchrone à différents moments en fonction de quand on les visite. Et donc, on fait pas ces itérations-là de façon systématique, synchrone si on veut, comme on le faisait avec notre algorithme d'itération de valeur. La bonne nouvelle, c'est que on va quand même converger comme l'algorithme d'itération de valeur vers notre valeur coût à venir optimale à une condition. Il faudrait, en théorie, pour converger, qu'on visite toutes nos paires d'actions et d'états un nombre de fois infini. Donc, dans la vraie vie, on ne pourra pas les visiter un nombre de fois infini, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on converge vers la bonne chose. Ça tend vers la bonne chose si on visite tous nos états et toutes nos actions dans notre espace d'état et d'action. Maintenant, il reste une dernière étape. C'est ici, vous allez me dire, mais mon algorithme ici, c'est pas la même chose qu'ici. Si je tape Q-Learning dans Wikipédia, je trouve une expression comme ça où j'ai aussi des variables là, comme un taux d'apprentissage. Un taux d'apprentissage. La différence, c'est qu'ici, j'ai fait mon algorithme d'apprentissage de valeur Q ici. Ça serait pour un cas déterministe. Donc, supposons que j'ai rien d'aléatoire dans mon système, mon évolution est déterministe. Donc ça, on va voir, ça apparaît. La différence ici, c'est si je regarde qu'est-ce qu'il faut changer si on a de quoi qui est stochastique dans mon système. Donc, si j'ai de quoi qui est stochastique dans mon système, en fait, c'est que quand je prends cette paire de données-là, puis que je fais ce calcul-là une fois, ce qui correspond à évaluer ça avec des données, je vais noter ça QI, parce qu'en fait, ça, c'est pas la valeur Q que je cherche. La valeur Q que je cherche, c'est l'espérance. C'est l'espérance de ce truc-là. Et ce que je calcule ici avec une visite à un état et un U donné, c'est un échantillon. Donc, on va faire un petit algorithme pour estimer l'espérance de nos échantillons et pas directement assigner nos valeurs Q à la valeur qu'on obtient qui représente en fait un échantillon. Fait que l'algorithme qu'on peut voir comme un filtre, c'est en fait aussi équivalent à un algorithme de descente de gradient stochastique.
ça serait, on va mettre à jour la valeur Q en fonction d'une erreur entre mon échantillon QI, c'est une erreur, on calcule une erreur, puis on met à jour notre valeur Q avec un pas, qui on appelle taux d'apprentissage. Fait que si on substitue ça ici, ben en fait, vous allez voir qu'on obtient exactement l'algorithme de Q-Learning comme vous le voyez dans la plupart des présentations, qui est la version stochastique pour estimer avec des données nos valeurs Q qui représentent le coût à venir optimal. Petite explication sur ça qu'on peut voir. Supposons que la valeur Q là, qui serait vraiment l'optimale, qui correspond à l'espérance de mes échantillons, c'est cette asymptote-là. Mais que moi, ce que j'expérience avec mes données, c'est j'ai des points comme ça. Ben, si j'appliquerais pas ça, mais je fais la mise à jour directement comme ça, ce qui est en fait équivalent à si je mets mon taux d'apprentissage égal à 1, ça reviendra au même, ben, on verrait que la valeur Q que je calculerais, ça serait directement mon échantillon. J'irais directement m'aligner sur mon échantillon comme ça. Fait qu'on oscillerait tout le temps comme ça. On n'apprendrait pas vraiment l'espérance de cet échantillon-là. Tandis que si on prend un petit pas en direction du nouvel échantillon, vous allez voir que notre courbe va plus être adoucie. Puis en fait, on va tendre vers l'espérance. En fait, pour tendre exactement vers l'espérance, il faudrait avoir un taux d'apprentissage ici qui décroît dans le temps. Sinon, on va tout le temps avoir des petites oscillations. Mais si on fait tendre notre taux d'apprentissage vers 0, on va tendre vers une asymptote comme ça. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler dans cette capsule-là. Donc, si je récapitule, il n'y a pas une grosse différence entre faire de l'apprentissage machine avec l'algorithme Q-Learning et faire de la commande optimale en se basant sur l'équation de Bellman. Les grosses différences fondamentales, c'est que on travaille avec les facteurs Q plutôt que la fonction J, coût à venir, parce que c'est plus facile d'utiliser nos données, de remplacer nos équations par des données expérimentales. Et l'autre grosse différence, c'est qu'on fait nos mises à jour, nos itérations. Typiquement, si je connais mes équations, je les fais de façon systématique. Je les calcule un après l'autre de façon systématique. Tandis qu'avec l'apprentissage machine, on les explore de façon un peu aléatoire. On va voir dans les prochaines capsules comment explorer, comment faire ça en ligne. Mais supposons qu'on a plein de données expérimentales générées un peu de façon aléatoire. On peut faire ces itérations-là avec cet algorithme-là et on va aussi converger vers la loi de commande optimale. Mais en fait, le coût à venir optimal. Et avec tout ça, si je veux retrouver la loi de commande optimale, il s'agit juste de reprendre l'argument qui minimise mon facteur Q ici. Ça serait ça la dernière étape. Si j'ai pris mon algorithme Q-Learning à refaire pour calculer la loi de commande, donc c'est quoi les actions optimales un coup que j'ai trouvé mes valeurs Q comme ça. Donc voilà.